Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le décryptage de l'actualité de cette semaine qui s'achève. Nous allons donc séquencer cette émission en deux grandes parties. D'abord, le débriefing de nos plateaux de ce dimanche et à ce niveau, nous allons revenir sur deux grands sujets d'actualité, notamment le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre. Certainement avez-vous entendu nos différents acteurs opiner sur la question ce matin sur nos antennes. Nous allons revenir dans cette émission. Nous parlerons des différentes postures des acteurs politiques qui se réclament de l'opposition, des postures diversifiées et éparses suite à la rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Aïe. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de cette ambition du Bénin qui vise à postuler pour la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Et justement, pour passer au peigne fin toutes ces actualités, j'ai avec moi notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir, Gilles Chris. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, avec vous, nous allons passer donc à la loupe les différents sujets que je viens d'énumérer. Vous avez suivi nos différents plateaux de Dimanche, c'est politique de ce 3 octobre 2021. Et certainement avez-vous entendu déjà à partir de 9 heures dans l'actu en 7 les avis sur le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole d'ailleurs, Wilfried Léon Boubedi, a répondu aux questions de François Xavier Nouveau et de Herman Aniabosso sur la question aussi. Agapit Napoléon Maforican, est-ce que finalement on peut dire qu'on est sur la bonne voie pour sauver les femmes béninoises? Évidemment, d'abord, cette actualité, nous l'avions déjà beaucoup commenté. Absolument. Déjà à partir du dimanche Et passé. lorsqu'on a écouté le secrétaire général du gouvernement, porte-parole du gouvernement, normalement, on peut dire, bon, avançons et laissons les députés faire leur travail. J'ai écouté aussi le plateau des éditorialistes. Je pense que les confrères sont d'avis que, de toute façon, le Parlement est composé en majorité d'hommes. Ouais. Et donc, logiquement, ils sauront quel bémol. S'ils laissent passer le texte tel qu'il est conçu, ben, ça veut dire que c'est la volonté populaire, la volonté du peuple béninois aujourd'hui, donc de protéger à ce niveau-là et à ce seuil-là les femmes d'un certain nombre de dérives et de situations qui déplorables. Alors, ce qui est souhaitable, c'est que les députés regardent quand même un certain nombre de dispositions avec beaucoup de patience, Oui. pas du tout de passion alors, consulte sociologue, psychologue, juriste, pour mieux appréhender et tous les méandres de cette volonté, une fois encore salutaire, mais qui ne devrait pas non plus déboucher sur des situations non maîtrisables et qui pourraient nuire aussi. Car en voulant protéger les femmes, Oui. On peut tomber faudrait dans pas l'excès. qu'on tombe dans l'excès. Pour Faut qu'on se tendre crée des une pieds société- soi-même. faut pas qu'on crée une société d'hommes à part, des femmes à part. Je pense que la société, elle est une. La communautarisation de la vie humaine est telle qu'on ne peut pas dissocier l'homme de la femme. Donc l'interaction Oui. ne doit pas être perturbée par une activité législative surabondante. Donc je pense que il est quand même à saluer il est souhaitable, il est plutôt à souhaiter Oui. qu'il y ait vraiment une bonne lecture Une des célérité. précédentes dispositions et des nouvelles et voir vraiment le travail de fond qu'il faut faire, qui mérite d'être fait pour que on équilibre les pouvoirs et les prérogatives, Oui. les droits et devoirs des uns et des autres pour qu'on ne tombe pas trop dans des travers. Ça, c'est l'idéal. Mais lorsqu'on a écouté, par exemple, le président de la République, nous avons suivi le séminaire spécial organisé à cet effet avec la présence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui répondait aux différentes préoccupations des uns et des autres. On sent clairement que ça lui tient vraiment à cœur et ceci de façon très particulière. Est-ce que dans ce contexte, sans être naïf, effectivement, est-ce que l'Assemblée nationale peut prendre du recul après avoir écouté le chef de l'État sur sa lancée? Mais ce que dit le président est clair. Je pense que tout le monde le dira. C'est-à-dire que cette volonté, elle est manifeste. Elle ne se dit pas aujourd'hui. Elle a été déjà deux fois. On a révisé la Constitution. Oui. On a réformé l'Institut national l'Institut des femmes. Donc, la volonté, elle est là, elle est claire.
Et quand vous regardez le Code de la famille de 2004, vous regardez la loi contre le harcèlement en 2006, il y en avait une autre en 2003, quand vous regardez cette activité législative, ça vise quand même à protéger les femmes d'un certain nombre de dérives. Ça, c'est une évidence. Le problème, le problème c'est que nous vivons dans un environnement large. Et donc, il y a des choses qui se passent à l'extérieur dont nous devons tenir compte. Il y a les bonnes intentions, mais il y a ce qui est autour de ces bonnes intentions, les dérapages et les dérives. Donc, quand vous êtes employeur, vous avez une posture à avoir vis-à-vis de vos employés, Oui. masculins comme féminins. Masculins comme féminins. Donc, le respect devrait être mutuel, les règles devraient être clairement établies, les principes acceptés de part et d'autre, et nul ne devrait se permettre des dérives quoi que ce soit sur le genre ou sur toute autre question, normalement. Donc je pense que ce dont il est question ici, c'est au niveau du principe, on ne peut pas déroger au chef de l'État, on ne peut pas dénier au chef de l'État cette prérogative, cette volonté Oui. de vouloir protéger Mais les femmes. il n'en demeure pas moins que l'Assemblée aussi est dans son rôle. Justement, le Or, président vous de la savez, République- le débat qui se fait sur la configuration de cette Assemblée nationale. Non, je pense que ce débat est évacué depuis. C'est pas des godillots. Il y a eu des tests qui sont passés à l'Assemblée. Pensez que les députés sont là pour valider tout ce qui vient de la présidente? Non, non, je pense, moi, je n'ai même pas sûr. Je pense que Oui. nous bâtissons une société pour demain. Il y a un certain nombre de règles qui se mettent en place. Il y a des règles précédentes qui ont été en place. Comment elles ont été appliquées? Il y a de nouvelles règles qui arrivent. Comment elles vont l'être? Il faut disposer pour demain. Alors, il faut regarder les situations, il faut essayer d'analyser, il faut peut-être faire des simulations, se projeter dans la réalité par rapport aux dispositions. Je pense que ce qu'on peut reprocher à l'activité législative ces derniers temps, c'est peut-être, je peux dire que la lecture de certaines dispositions ou bien la mise en place de certaines dispositions parfois crée confusion. Et si on a été obligé de faire le projet de loi interprétatif Oui. par rapport au code électoral, Du code par électoral. exemple, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Dans le cas d'espèce, Oui. il ne s'agit pas du code électoral, il s'agit d'un aspect important de la vie communautaire. On est dans l'affect, on est dans la passion parfois, les crimes passionnels, les relations entre l'homme et la femme ne sont pas des plus faciles, c'est des plus complexes et de manière tangible et matérielle, on n'a pas toujours des preuves qu'on pourrait avoir sur d'autres champs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action législative et réglementaire en la matière doit pouvoir explorer les différents méandres pour que ce soit les parties en question, Ouais. mais que ce soit les juges également, Oui. qui aient moins de champ d'improvisation ou de recours à une jurisprudence ou à une doctrine, à des sources extérieures du droit, enfin, des sources extérieures qui ne correspondent pas nécessairement Oui. aux réalités de notre pays. Vous savez, on a légiféré sur la Est-ce que corruption. notre environnement est suffisamment assaini? Est-ce que nous sommes prêts à un tel niveau de développement? On doit être prêt, on doit être prêt, on doit protéger la femme. Parce que Ça, ce sont après tout des hommes qui travaillent, oui, c'est ce que je des dis. Béninois. Absolument. Bon, donc est-ce qu'on peut vraiment s'assurer que les marges d'erreur vont être évitées vraiment dans la De toute façon, ils ont intérêt à le faire. Puisque s'ils ne le font pas, vous allez voir, il va s'entasser plein de situations, parfois inextricables, où les familles peuvent être cassées. Tout à fait. Des liens familiaux, Oui. des liens parentaux. Or, lorsque ces événements surviennent, des liens de société, de Tout à fait. communautarisation, de vie d'ensemble. Hein. En Europe, il n'est pas. On remarque que rapidement, les stars. Elles sont prises à partie par des gens, bon voilà, harcèlement ici, harcèlement là, Ouais. et des situations qui ne débouchent parfois que sur des négociations et des transactions financières. Et après, on passe à autre chose. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille beaucoup sur le contenu, qu'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, qu'on regarde notre environnement, Oui. qu'on regarde notre niveau de développement et qu'on essaye, en voulant protéger la femme, ne pas l'exposer elle-même ou ne pas la reléguer enfin, dans les périphéries donc de l'exclusion. Parce qu'au moment où l'homme ayant trop peur lui tourne le dos, je ne sais pas si elle se sentirait À l'aise. suffisamment émancipée et accomplie. Il est évident que notre société, de plus en plus, compte plus de femmes que d'hommes. C'est clair, c'est net. Donc, une vie où déjà plein d'hommes vont se méfier
systématiquement, ne peut plus être... quelque chose va manquer. Mais au même moment, et je le dis toujours, il appartient aux députés de prendre en compte la volonté du président et de voir la réalité du terrain, de créer, hein, de réajuster les tests à travers la nouvelle législation, les pratiques anciennes qui ont pu être réglées peu ou prou dans le code de 2004, le code de la famille, dans les autres lois qui ont suivi et qui ont protégé ici et là la famille. Il y en a quand même 3 ou 4 dans le code de procédure pénale. Donc, essayez d'ajuster et de faire en sorte que l'homme également ne soit pas pris à part. Comme je l'ai dit, il faut toujours établir un équilibre dans la société. Les dérives sont connues. Il faut trouver le champ de leurs des sanctions. Au même moment, empêcher que les délégats, enfin, que des dénonciations calomnieuses ne prennent le pas. Parce que vous avez beau gagner un procès, vous avez beau attaquer en dénonciation calomnieuse, mais la société vous a déjà jugé. Oui. La société vous a déjà jugé. Voilà pourquoi je parlais de notre environnement. Et vous aurez du mal. Non, ce n'est même pas que notre environnement. Oui. Dans le Il y a monde aussi entier, la question du fichier national. Quand on demande aujourd'hui le dossier d'Nafissatou Diallo, par rapport à Strauss-Kahn, par exemple, ce dossier, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui en a été réellement? Il y a 20 ans, on a connu l'affaire Monica Lewinsky aux États-Unis avec le président Bill Clinton. Où en est-on aujourd'hui? Mais avant Monica Lewinsky, Bill Clinton a été totalement assailli par des plaintes après son élection, énormément de plaintes d'harcèlement contre lui quand il était sénateur de l'Arkansas. Il y a eu beaucoup d'actes. Alors, ça, c'est l'Amérique dans sa fierté. Hein, dans sa fierté et dans son purisme, surtout notamment en matière de morale des dirigeants. Ici, en Afrique, on n'est pas trop porté. Ces dénonciations sont assez timides. Mais vous voyez, ces temps-ci, quand même, dans les médias, on a quand même pu lire beaucoup de choses sur ces questions-là. C'est bien que de plus en plus, les gens sortent de leur silence et parlent. C'est normal, c'est salutaire. Que l'Institut de la femme puisse être en mesure d'être en justice. Mais si, par exemple, l'Institut monte sur 1, 2 ou 3 cas et n'arrive pas à avoir gré de cause, elle perdra en crédibilité. Voilà. Le juge, est-ce que en créant une chambre spéciale à la criette, il faut penser, je l'ai déjà dit une fois, à former des juges spéciaux, des procureurs spéciaux, spécialement sur ces questions, parce que ça devient un droit nouveau, ça devient un droit spécial. Et en la matière, il faudrait que les gens comprennent, parce que comme je vous dis, l'élément matériel dans un crime passionnel n'est pas nécessairement palpable. Hein? Donc, il faut rentrer dans le point de vue moral. Et dans le point de vue moral, l'apparence peut tromper, par ailleurs. Vous voyez, donc il y a plusieurs angles de l'affaire. Plusieurs paramètres. Dans l'affaire qu'il faudrait peut-être qu'on appréhende en travaillant avec les sociologues, comme je le dis, les historiens et peut-être les psychologues. Il y en a dans la société qui sont outillés pour détecter. S'il faut peut-être se doter de détecteurs de mensonges, pourquoi pas? Si ça fonctionne réellement. Non, s'il s'est avéré que ça fonctionne, pourquoi pas? Si l'appareillage moderne peut permettre donc d'aller plus vite, moi je saluerais un tel truc. Ce qui est sûr, il ne faut lésiner sur aucun moyen pour faire en sorte que l'une partie ne profite de la nouvelle situation pour en imposer à l'autre. Il ne faut pas que les hommes fuient les femmes, il ne faut pas que l'interaction humaine en pâtisse, il ne faut pas que non plus que les dames profitent de la situation et que certaines femmes adeptes de la facilité profitent de la situation pour livrer à la vedette populaire des hommes. J'ai écouté dans les éditorialistes, on a quand même de braves femmes qui ont pu faire l'université, qui sont... On en a connu officiers supérieurs de l'armée, jusqu'au grade de colonel. On en connaît aujourd'hui dans le camp, j'ai revu la dernière fois, lors des décorations, une dame, elle est commandante de l'armée béninoise. On en connaît dans beaucoup de secteurs, pour les professeurs agrégés, il y en a plein à l'université des femmes. On en connaît énormément ici et là. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pu parvenir à se hisser au sommet, justement sans passer par une législation spéciale. On a connu également plein de femmes
hein, qui sont des acteurs de la société civile qui essayent donc de dominer parfois, qui portent la voix mieux que des hommes, hein, de par leur carrure. Il est évident que les pesanteurs sociologiques qui pèsent sur les femmes depuis des années, des siècles, ne peuvent pas être balayées par une action législative. Donc, comme je l'ai dit, il faut un travail commun. Il faut vraiment Beaucoup disons, de sérénité. beaucoup de sérénité dans, Voilà. si on veut aller avec la célérité, Oui. il faut beaucoup de sérénité, Sérénité. dans la gestion pour que on puisse avancer dans cette lutte pour l'émancipation de la femme au même moment que nous renforcions le socle social que nous sommes appelés à construire. C'est vrai que lorsqu'on a écouté peut-être immédiatement le chef de l'État, certains ont pris ses propos au premier degré, c'est-à-dire que lorsqu'on stigmatisait, je n'emploie pas le terme de façon très méchante, lorsqu'on doigtait ou indexait les enseignants, certains ont dit voilà, les enseignants sont dans le collimateur du gouvernement, etc., etc. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole de ce gouvernement, Wilfried Ndamougbedji, a estimé que la loi est impersonnelle, que ça s'étend à toutes les catégories socio-professionnelles. Est-ce que de ce fait, le message est vraiment passé? Est-ce que franchement, aujourd'hui, on peut se rassurer de ce que, au-delà des enseignants qui sont un corps parmi tant d'autres, est-ce que vraiment on peut se rassurer que cette loi-là va faire ses effets un peu partout? Non, la loi est impersonnelle, c'est clair. Dans la loi, il n'y a pas enseignant. Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas lu le projet de loi. On a beaucoup noté relations enseignants-apprenantes. Oui, c'est beaucoup plus. Oui, ça a semblé caporiser un peu non, ou occuper les débats. Oui, avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Avec les réseaux sociaux, ça s'emballe très vite. Je ne pense pas. Il n'y a pas eu de stigmatisation, à mon avis. Il n'y a pas de focalisation sur les enseignants. Je pense que ce mal, ce fléau est partout. On veut le rencontrer dans les églises, il faut le rencontrer dans les couvents, il faut le rencontrer dans les emplois publics comme privés. Vous les rencontrez partout. Partout. Partout, il y a l'homme et la femme. Il y a une possibilité. Il y a déjà un risque de harcèlement. Mais dans la mesure où, quand la femme se trouve en position d'infériorité, déjà, il se crée ce qu'on appelle peut-être le complexe, ce que l'autre appelait le complexe de castration. Je veux. Oui, c'est le président Soglo, quand il y avait. Oui, tout à fait. Le président Soglo, quand il y avait. Les Béninois ne comprenaient un peu pas l'action de la première dame. Il dit, mais bon, nous souffrons dans ce pays d'un complexe de castration. Alors, donc, effectivement, l'homme a tendance naturellement à voir à travers la femme systématiquement ce produit, bon voilà, utilisable, taillable, conveyable à merci, donc notamment en la matière. De ce fait, donc, réprimer les violences basées sur le genre, je pense que c'est une action salutaire. Ça fait très mal en son temps. Hein. Non, je pense que des directeurs de société vont davantage... je pense que ça permet à chacun de... Bon, vous gérez une entreprise, est-ce que là, ça vous fait peur ou pas? Pas du tout, parce que je pense que ça me fait simplement que il faudrait rétablir peut-être une bonne charte comme il y en a ailleurs. Chacun, même le directeur, doit lui-même signer la charte. Les employés vont signer la charte. Et donc, ça va être une convention. Chacun reste dans son périmètre. Et non, la charte est même affichée dans les relations. Ça ne veut pas dire que les gens vont rester... Vous avez une affinité avec un homme ou une femme. Le temps de déjeuner, vous pouvez aller déjeuner ensemble, il n'y a aucun problème. Le temps mort, vous pouvez les passer ensemble. Vous pouvez rentrer ensemble. Le problème ne se pose pas ça là. L'entreprise ne gère pas ça. Mais à l'interne, la mobilité à l'interne, les rémunérations à l'interne, et un certain nombre de traitements de la vie, la carrière du salarié ne peut pas partir de son genre. Et au même moment, si vous êtes par exemple marié, et vous ne pouvez pas arguer de ça pour rentrer à telle heure quand vous devrez accomplir votre tâche. Au même moment, on doit vous soutenir en tout cas, on doit faire prendre les balises pour éviter que votre genre soit source d'une quelconque discrimination depuis le chef jusqu'au dernier collaborateur. Ça, on peut. Et puis ailleurs, ça se fait. Il y a la charte donc du travail dans un environnement multiculturel et donc multidisciplinaire. Et donc, en tant qu'hommes et femmes, on doit pouvoir cohabiter, travailler ensemble sans qu'il y ait que l'un ne manque à l'autre. Après, c'est votre éducation et vos sensations qui prennent le dessus dans la société. Quand vous descendez de l'entreprise, l'entreprise ne s'occupe plus de ça. Par contre, si vous commettez des actes
qui peuvent impacter l'image de l'entreprise, elle prendra les dispositions Voilà. pour se protéger. Voilà. Je propose qu'on conclue ce sujet avec cette question ultime que j'ai pour vous. Est-ce qu'au-delà des questions législatives, des lois que l'on vote de part et d'autre, est-ce que quelque part aussi on ne devrait peut-être pas inviter les familles à éduquer davantage leurs enfants, tous sexe confondus, hein, depuis la maison, pour une société beaucoup plus saine? Oui, écoutez, c'est un vieux sujet. Vous savez, Oui, c'est l'image donc de garçon jouant au ballon et de la fille à la cuisine. à la cuisine. Moi, je pense que ça évolue de plus en plus. Ouais. Hein, ça évolue de Mais il plus n'en en demeure plus. pas moins que... Oui, mais notre société, comme je vous l'ai dit, les pesanteurs, un certain nombre de situations, de clichés. Bon, attendez, quand nous parlons, voyons d'où nous venons, hein, nous avançons. Ouais. Hein, nous avançons parce que les femmes n'ont eu droit de vote en Europe qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Revenons à nos justes proportions. Donc ça fait juste 70 ans, moins de 100 ans déjà. Donc, c'est pour dire que l'image de la femme, les conditions féminines, la situation de la femme a fait toujours l'objet de grands débats et dans l'Église catholique romaine, les femmes ne se sont pas ordonnées prêtres, par exemple. Pas du tout. C'est une réalité. Dans les grands États-Unis d'Amérique, il n'y a encore aucune femme Là, présidente vous de la êtes allé puiser un exemple très loin quand même. Hein. Il n'y a encore aucune femme présidente de la République. Oui. En France, pas également. Oui. Alors donc, quand on regarde tout ça, soyons, la situation de la femme est une situation Mondiale. délicate. Ouais. Elle a, quand vous regardez, que ce soit par voie religieuse, vous regardez comment Dieu créa l'homme et la femme, Oui. et le monde, vous allez voir, elle est créée finalement en dernier ressort. Donc, pour seconder l'homme, L'homme. a-t-on dit. Si vous restez sur le plan purement biologique, vous regardez les morphologies, vous allez voir tout cela. Quand vous faites tout ce point, il y a déjà une certaine situation qui affaiblit la femme. Mais si vous rentrez dans d'autres aspects, mais c'est qu'elle est forte en la matière. Parce que à cause d'une femme, vous savez qu'on peut mettre un pays à feu. Tout à fait. Et les femmes sont utilisées parfois en temps de guerre Oui. pour pouvoir créer des situations. Donc, bref, c'est dire qu'en réalité, notre société, sans l'action législative, sans l'action réglementaire, la société a déjà géré la vie. Hein, la société, le monde, l'interaction entre les deux existe déjà naturellement. Alors, quelle est la situation? La situation, en fait, aujourd'hui, c'est Oui. que, au-delà de ce que la nature même a réglé, on voudrait que, dans la vie institutionnelle, dans la régulation des droits, qu'on ne dissocie plus systématiquement l'homme de la femme et qu'on rende les droits égaux à tous. Et là où l'homme peut utiliser sa force pour en imposer à la femme, qu'on crée parfois ce qu'on appelle les discriminations positives. En estimant qu'elle est en position de faiblesse. Oui. Quand vous regardez tout ce que j'ai énoncé, elle part dans une certaine, dans un a priori, en situation de faiblesse. Oui. Quand on réfléchit, c'est pas, moi je ne partage pas toujours Encore cette vision. encore Je ne que. pense pas réellement que les Ah femmes oui. soient si faibles que ça. Ah oui. Elles ont d'autres forces qui ne sont peut-être pas physiques, mais elles en ont tellement Oui. qu'on peut les énumérer dans un autre cadre. Tout à fait. Peu ou prou. Moi, je suis père de famille. Je ne pense pas qu'il y ait une dissociation réellement de l'homme et de la femme. Tout le monde fait ce qu'il doit faire, et normalement. Donc, l'éducation est déjà ça. L'éducation est déjà là. Mais la société est perverse. Et quelle que soit l'éducation, il faut prendre des mesures pour mettre un peu d'ordre dans la société. Très Et bien. lorsque l'homme humain se retrouve responsable, détenteur d'un pouvoir, il a toujours tendance à en abuser. Oui. C'est pour ça qu'il faut créer les conditions pour que la peur du gendarme soit le début De la donc, sagesse. Voilà. On va parler politique à présent, si vous le voulez bien. Nous allons apprécier un peu les différentes positions que l'on note, des positions très diversifiées, parfois même très différentes, des acteurs qui se réclament de l'opposition. Ils disent ouvertement qu'ils s'opposent à la gouvernance actuelle. On a entendu, et certainement, vous avez aussi lu cette publication de Candide Azanaï, par exemple, qui estime que ce tête-à-tête entre Boni Aïe et Patrice Talon constitue un complot. Et il y a eu un autre compatriote, Martin Rodriguez, qui a dit la même chose, etc. Franchement, et le dimanche dernier, on a suivi tous ensemble ici même sur nos antennes Eugène Azatassou, qui est l'un des vice-présidents du parti Les Démocrates, un parti dont Boni Aïe est par ailleurs président d'honneur. Finalement, comment comprendre cette diversité de points de vue des acteurs de l'opposition suite à une initiative qui, peut-être, devrait être salutaire, une initiative de paix?
Écoutez, avant d'aborder ce sujet, nous parlions tantôt de ce projet de loi sur les violences basées sur le genre. Sur le genre. Et je voulais une fois encore quand même déplorer le silence des hommes publics. C'est l'occasion pour eux de prendre la parole. Ce n'est pas un débat des médias, ce n'est pas un débat purement de femmes, c'est un débat de la société. Donc, ça concerne tout le monde. Leur silence sur la question est indécent. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Oui, ce n'est pas nouveau, on a vu d'autres questions, effectivement. Oui. Mais moi, j'ai bien aimé que les gens apprécient que les religions, que chacun soutienne ou mette les bémols également en disant oui, mais c'est ça, les débats, quand ils s'animent, ils permettent aux législateurs de tenir compte de beaucoup d'aspects. Mais quand les gens ne parlent pas, ils se taisent, quand le chef d'État a parlé, le chef d'État a dit. Mais le chef d'État, c'est un homme. Peut-être il s'entoure de spécialistes qui l'aident à accomplir, à traduire en test, à matérialiser une certaine vision qu'il a. Mais on peut l'accompagner en critiquant, en ajoutant, en complétant, en proposant. Et donc, c'est ça qui anime les débats. Or, ce silence que chacun observe, les gens, la vie politique doit pouvoir être animée. C'est un débat important, ce sujet-là. Donc, on va attendre les parlementaires et demain on va dire oui, voilà, c'est eux qui ont voté, Parlement Godio, alors que c'est pas, ils sont 81 aujourd'hui, ils n'ont pas la science infuse. Les gens doivent les aider. Donc, ce silence autour du sujet, en dehors de l'animation sur les réseaux sociaux où ça s'anime donc de toute autre manière, le débat n'est pas de fond non plus. Je pense que c'est déplorable, c'est franchement, c'est pas bon. C'est désolant, énormément. Pas que ça, vous l'avez évoqué, la rencontre, la rencontre Talon Yahi a été plus commentée que ce dossier-là, par exemple. Alors que le budget, les hommes politiques, le budget que le maire perdrait, toujours les attentions. Le budget que le maire perdrait a été plus commenté que ça là, par exemple. Alors que c'est la famille même qui est en cause. C'est la vie en société même qui est. C'est un débat de société. On doit le faire parce que c'est important, ça impacte la vie et ça peut changer positivement notre administration. Ça peut élever le niveau de productivité et donc la confiance entre l'homme et la femme dans la société quand c'est dégagé d'un certain nombre de pesanteurs. Et là, comme ça peut les crisper également. Donc il faut ouvrir le débat, le chef d'État a lancé son idée. Le débat doit se faire dans la société, pas tous les acteurs. Alors, les gens se terrent dans un mutisme franchement déplorable et désolant. Parce que là, on ne parle pas élection. Oui, parce qu'il n'y a pas d'élection. Non, je dis qu'on a commenté Talon Yahi. Tout à fait. On a parlé du budget du maire. On a parlé du SE. Tout ça là, oui, c'est politique. Tant que ce n'est pas politicienne, les gens sont disparus. Quand cherté de la vie, ils ont disparu. Vaccination, ils ont disparu. Voilà. Et après, bientôt, vous allez les voir. Mais ils sortent pour commenter. Et voir, donc, d'où le sujet que vous avez évoqué. Mais chacun, ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Moi, je pense que nous-mêmes, on a déjà dit ce qu'on pensait de cette sortie. Donc, pour moi... Vous pensez que Boni Yahi a mal joué dans sa propre famille politique? Je l'ai dit. Pour que la première chose que Boni Yahi doit faire preuve. Enfin, la première chose qu'il doit pouvoir réussir, c'est d'abord d'unir son camp. Je pense que je l'avais déjà dit. Oui, tout à fait. Il faut qu'il unisse. Il n'arrive pas à unir son camp. Alors, il ne peut pas demander à l'autre de faire des efforts. L'effort doit être mutuel. Si tu n'arrives pas à faire le propre chez toi, ne va pas dire à l'autre que ça coince les salles. Et dans le cas d'espèce, l'injustice, les mauvaises appréciations, l'absence de débat franc au sein de l'opposition et surtout de FCBE, ancienne formule, c'est-à-dire aujourd'hui FCBE démocrate, montre que le verre est dans le fruit, on l'a déjà dit suffisamment. Alors, la visite du chef de l'État d'ailleurs, Boni Yahi a rendu visite à Patrick Talon en qualité d'ancien président de la République. Donc, du coup, c'est même pas le chef de file d'une certaine opposition. Non. Donc, du coup... Oui, mais dans le même temps, il a porté des doléances que les gens auraient voulu porter aussi. Enfin, qui paraissent secondaires. Parce qu'il n'est allé qu'en tant que vice-président de la République. Moi, je demande, lui donne, d'accord. Mais en se disant, il est resté purement ancien. Donc, s'il est ancien président de la République, bon, lui, il a dit ce qu'il pense. Mais s'il était chef de l'opposition, ou bien président moral d'une certaine opposition, il aurait pu déjà gérer
une certaine harmonie dans son sein, se fait accompagner de leaders politiques pour aller parler avec le président Talon. Oui, mais Là, aujourd'hui, ça devient, cette rencontre pour moi, et plus les jours passent, devient une rencontre normale entre deux anciens présidents. Enfin, entre un ancien président et son successeur. Tout à fait. Deux anciens amis qui ont pu avoir d'autres difficultés, mais que, bon, qui se retrouvent pour parler d'institution. Alors, pas plus. Et ça ne mérite pas d'être commandé sur 2 semaines. Justement. Alors, mais tout de même, il faut quand même dire, franchement, est-ce que parfois, Boni Aïe, est-ce qu'il n'est peut-être pas victime de sa propre nature? C'est-à-dire que, c'est vrai, lorsqu'il a cédé le pouvoir, il ne s'est pas contenté d'être seulement dans la posture d'ancien chef d'État jusqu'à présent. Est-ce que ce n'est pas parfois ça qui fait qu'il est tiré de part et d'autre, il est incompris de part et d'autre? Non, il n'est pas incompris, pas du tout. On ne peut pas dire que Boni Aïe soit incompris. Pas du tout. C'est plutôt à lui de clarifier sa position. Parce que lorsque vous êtes ancien président de la République, il y a une posture que vous devez avoir. Lorsque vous êtes chef de file de l'opposition, ou bien chef moral d'une opposition, il y a une posture également que vous devez avoir. Donc, dans les deux cas, il faudrait c'est à lui de clarifier. Quand il rencontre Patrice Talon, en tant qu'ancien président de la République, il y a des dossiers qu'il peut évoquer. Alors, évoquer des questions comme exilé politique, détenu politique, ça pose un problème. Si on est un ancien président de la République qui parle ainsi, parce qu'il est convaincu, il connaît la vie des institutions. Maintenant, si c'est le chef de file de l'opposition qui parle, oui, on peut comprendre qu'il puisse utiliser ce langage parce que c'est des siens et il prend cette posture en les qualifiant d'exilés politiques ou de détenus politiques pour pouvoir. Je ne pense pas que certaines catégories de personnalités rencontrant le président de la République puissent utiliser ces expressions-là. Aucune chancellerie, je dis, ne peut se targuer, ne peut se permettre d'utiliser ces mots-là. Parce que justement, autant la France accorde le statut de réfugié à X ou à Y, elle ne peut pas juger. Elle peut juger de leur sécurité. Oui, ils ne semblent pas chez eux, ils ont donné la preuve ici, donc nous, on les accueille en tant que terre. Mais on ne peut pas dire que c'est des exilés politiques, parce que ça a un mot. Alors que le motif par lequel ils ont été, certains parmi eux, sont convoqués par la loi, c'est quand même connu. Et est-ce que dès que vous fuyez la loi et vous allez à l'extérieur, vous devez exiler politique? Voilà la question. Donc je pense que selon les positions que chacun occupe, on utilise les vocables qui veulent dire ce que ça veut dire. J'ai écouté ça avec un débat avec Bad Baparapé sur notre antenne. Tout comme il a répété ce qu'il a dit, qui dit, bon, de toute façon, chacun qualifie de politique. Aucun État n'a jamais dit j'ai des détenus politiques. Ouais, il a dit des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Je dis, chacun donne cette qualificative selon la position qu'il occupe. Alors donc, pour clarifier le jeu, Boni Aïe, chef de file de l'opposition, a un autre travail à faire, à mon avis. Et même ancien président de la République, je pense qu'il a un travail. Il peut faire un travail de rapprochement. Lui-même ayant réglé son problème de rapprochement maintenant avec le président Talon, il peut faire un autre travail pour rapprocher un certain nombre de positions, pour régler, pendant que l'action judiciaire se poursuit peut-être. On a vu d'autres gens qui étaient poursuivis, ils sont rentrés au pays et ils n'ont plus réglé leur problème avec la justice. On a vu des gens qui n'étaient peut-être pas bien compris dans leur prise de position. Et tant qu'on est à la phase de la poursuite peut être suspendue, puisque c'est le procureur qui est maître de la poursuite. Et le procureur, à partir du moment où on lui donne les éléments qu'on lui a donnés comme éléments tangibles pour enclencher la poursuite, si ces mêmes éléments disparaissent, ou bien c'est la lecture qui est faite de telles situations, si elle ne l'est plus, je pense que la poursuite peut être abandonnée. Voilà. D'accord. Donc, je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour beaucoup de choses, tant que le président Yahi s'agisse davantage. Je pense qu'au-delà des problèmes éventuels qu'il ait pu aller poser, qu'il sera intéressant qu'il joue un rôle, donc effectivement d'ancien président de la République. Et là, il peut concourir valablement à résolver beaucoup de situations qui semblent difficiles aujourd'hui, mais qui peuvent être, l'impossible n'est pas humain. Tout à fait. Donc on peut toujours, là où il y a les hommes, on peut toujours déplacer des montagnes si chacun se donne la volonté. Voilà. Alors, je propose qu'on parle un peu des droits de l'homme quand même, avec la situation du Bénin. Le Bénin qui ambitionne postuler, qui postule d'ailleurs pour siéger à la Commission des droits de l'homme
des Nations Unies. C'est une préoccupation qui, bon, semble ne pas vraiment intéresser l'opinion. On préfère peut-être parler, comme on le disait tout à l'heure, des hommes politiques tout le temps. Et pourtant, il y a cette question-là sur la table. Agapit Nabola Maforican, le Bénin d'aujourd'hui remplit-il les critères, franchement, pour pouvoir prétendre à une telle ambition? Et je vous disais tantôt que valablement, personne ne pourrait dire que le Bénin a des études politiques ou des exilés politiques. Valablement. Donc, si vous estimez ça, quand un pays, dans un pays, vous jouissez de vos libertés, ici et là, hein, les libertés prévues par la Constitution, notamment articles 23 et 24, hein, liberté d'aller et de venir, liberté d'appartenir à telle organisation, association, syndicat, groupe de pression, groupe religieux, philosophique, liberté de presse. Alors, quand vous avez tout ça, est-ce que vous remplissez, vous ne pouvez pas postuler à l'État qui remplit les conditions des droits de l'homme? Mais le problème est que, est-ce que tout le monde est vraiment unanime que le Bénin remplit tous ces critères, franchement? Tout le monde, qui tout le monde? Vous savez, Oui. La communauté internationale, par exemple, puisque là, on est sur la scène internationale quand même. Vous savez, depuis 2019, le Bénin a été presque, vous allez peut-être me rectifier si je dis des conneries, presque fiché au plan international. pas qui. Ou dans la presse internationale, on a estimé que la démocratie recule. Vous n'avez pas Non, entendu ça, non, vous? la presse internationale, Oui. c'est les acteurs. Oui, C'est les acteurs, justement. ce n'est pas la presse internationale n'est pas la communauté internationale. C'est une certaine presse internationale. Parfois, c'est un jeu de... C'est une certaine presse internationale. D'abord, il faut. Oui. Il y a eu un Bénin bashing pendant longtemps où on avait noirci tout. Et quand les gens rentrent dans le pays, j'ai dit, mais c'est du même Bénin que les gens la parlent. Donc, presse internationale, je pense qu'il faut bémoliser. Ensuite, depuis 2019, le Bénin est fiché. Non, c'est depuis 2016 que le Bénin est fiché. Mais fiché comme un pays qui se modernise. Un pays qui restructure ses méthodes. Un pays qui revient sur les chemins du droit. Un pays qui bâtit son lendemain avec des exigences qu'un État moderne doit avoir. Le pays où tout semble possible à tous, sans aucune considération pour les tests. Ce pays-là n'existe plus depuis 2016 et progressivement, les choses arrivent à la main. C'est ça qui a pu créer justement la zizanie dans certains camps où certains n'arrivent pas à se remettre donc des longues années de laxisme, d'anarchie. Et donc, on se retrouve que certains sont perdus parce que la nouvelle situation les a déroutés. Et voilà, donc c'est normal. Oui, le Bénin fiché. Mais il n'en demeure pas moins que l'actuel président, le président Patrice Talon, n'est pas vraiment perçu à l'étranger par peut-être une catégorie d'acteurs comme un vrai promoteur de la démocratie et des droits de l'homme. Même l'indice Mo Ibrahim qui avait décalé le Bénin, l'a ramené l'année dernière, en début d'année, ou en fin d'année dernière, encore un pays parmi les meilleurs en matière de démocratie dans l'espace africain. Le président Talon, au départ, vous voyez, l'Afrique a produit un certain nombre de chefs d'État depuis 30 ans. Depuis 30 ans, des intellectuels qui sont arrivés, théoriciens de la démocratie, professeurs d'université ici et là, anciens de la Banque mondiale, anciens banques. Bref, ils sont arrivés, ils ont échoué parce qu'ils sont plus à la théorie qu'à la pratique. Ils sont perdus, ils n'arrivent même pas à lire les procédures, ils n'arrivent même pas à comprendre que gérer les hommes et gérer les situations, que le tout doit s'imbriquer dans une vision prospective qui allie les exigences de l'instant et les impératifs de développement. Alors, regardez l'Afrique, regardez avec les vents des démocraties de 90, combien de pays africains, notamment francophones, ont pu résister réellement aux tentatives de troisième mandat, à la manipulation constitutionnelle, à des coups d'État qui sont revenus, parce que simplement, les gens n'arrivent pas à respecter les règles du jeu. Et si le Bénin continuait sur son histoire telle qu'il avançait, avec des élections toujours, les règles sont toujours contestées, la veille des élections, menaces, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, il est évident que le laxisme ambiant qui crée des situations de compromission, aujourd'hui, tout le monde est d'avis qu'on est en train de tourner droit à ça. C'est vrai que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, que Patrice Talon ne soit pas perçu comme quelqu'un qui laisse les désordres se poursuivre, ça c'est un fait.
Mais aujourd'hui, la voix de Patrice Talon porte partout. Partout, il est invité, vous l'entendez. Au plan économique notamment. Au plan économique notamment. Mais Oui, la vrai. question est de savoir, est-ce que vraiment au plan de la démocratie des droits de l'homme, est-ce que c'est vraiment le cas? Les gens reconnaissent peut-être que oui, économiquement, on fait des efforts, on fait des réformes pour pouvoir asseoir l'économie béninoise, pour pouvoir se développer économiquement, mais que ce faisant, on laisse donc de côté les principes démocratiques. Vous vous souvenez de ce lapsus d'ailleurs de nos confrères français face au chef de l'État à l'occasion de cette interview où il leur a dit que leur ligne éditoriale, vous vous souvenez voilà. Est-ce que ce n'est pas symptomatique de ce que... Je vous l'ai dit, chacun utilise ses vocables. Et donc, eux, ils ont leur lecture des choses. Mais et le président leur a répondu. Vous avez vu comment le président leur a répondu de manière aussi claire et nette. Mais il n'en demeure pas mais que chacun garde ses convictions. Oui, parce qu'il ne veut pas. Si vous avez déjà tranché, vous ne pouvez pas avancer. C'est ça le problème. Ils ont déjà tranché, ils ne peuvent pas avancer. Mais qui a été empêché d'aller devenir au Bénin? Si vous avez des démêlés avec la justice, allez. En Europe, les gens des anciens présidents ont été condamnés. Et pourtant, il ne crie pas. Nicolas Sarkozy en France. Voilà, pas que lui, plein de situations, anciens ministres. Oui. François Fillon était presque candidat à l'élection présidentielle. Absolument, quand on lui sort d'une affaire, pourtant. Oui. Alors pourquoi il ne dit pas là-bas que les droits de. Pourquoi François Fillon ne crie pas que ses droits, que sa liberté est en danger, que ses droits sont bafoués, qu'on l'a empêché d'aller aux élections? Pourquoi? Je voulais parler de l'affaire de Strauss-Kahn. On en est où aujourd'hui? Quel est le dénouement? Mais pourtant, ça l'a empêché d'aller aux élections. Et ainsi de suite. Donc, les situations sont dynamiques. Oui. On ne peut pas... Tout ça, c'est pour dire quoi? Que ça ne se fait pas qu'ici, c'est ça? Le Bénin ne vit pas en vase clos. Quand vous avez un démêlé, oui. Vous avez des démêlés avec la justice. Oui. Allez régler vos problèmes. Notre justice n'est pas architecturée différemment qu'elle ne l'est ailleurs. L'organisation judiciaire, les liens fonctionnels au sein, à l'interne, comme avec le pouvoir exécutif, sont les mêmes qu'en France. Donc on ne peut pas penser que notre justice est particulière. La Cour de justice de la République a existé en France. Nous avons notre haute cour ici. La CRET est une juridiction, contrairement à ce que je dis, pas d'exception, mais spéciale. Et la possibilité existe d'en créer partout. Donc, c'est vous dire, quand les gens parlent, ils parlent de quoi? Mettons les choses sur le tapis. Lorsque vous donnez le pouvoir, par élection, lorsque quelqu'un reçoit les prérogatives de diriger, il est doté d'un certain nombre de capacités, de certaines décisions à prendre. Et le rôle du citoyen, c'est de déroger aux lois. Et non, même si on critique la loi, une fois qu'elle est votée dans les conditions normales, promulguée et publiée, ça devient la loi de l'État. Et vous lui devez respect. Vous pouvez la critiquer comme vous voulez, mettre en place votre lobby pour la changer ou la faire changer, mais vous ne pouvez pas vous arroger, vous individuellement ou bien un groupe d'individus, s'arroger le pouvoir ou bien les prérogatives parlementaires en disant que cette loi, on ne va pas l'appliquer. C'est nulle part, aucune démocratie ne fonctionne, ni aux États-Unis, ni en France, ni en Allemagne, ni en Chine. Donc, le Bénin ne peut pas faire exception. Ceux qui parlent de droits de l'homme, ils parlent de quoi de manière concrète? Le droit d'aller devenir? Aujourd'hui, est-ce que la police vous fouille systématiquement? Ils font fouille de sécurité depuis un temps. Autrement, la police vous respecte aujourd'hui mieux. Aujourd'hui, vous quittez Cotonou pour Ilakondi, aucune tracasserie. Quittez Cotonou pour Malanville, aucune tracasserie. Vous n'êtes pas protégé. Et la police républicaine pour plus de sécurité. Au niveau de l'école, les droits des enfants, les cantines scolaires, au niveau de la santé, avec la Covid, la manière dont le gouvernement est monté sur ce dossier, au niveau des finances publiques, au niveau donc de la lutte contre la corruption, ceux qui vident la caisse de l'État sont aujourd'hui traqués, et même au sein même du pouvoir politique. Quand on condamne le maire Bada, personne ne dit rien. Quand le dossier ANAT est aujourd'hui à la justice et le directeur général nommé en tant que conseiller technique relevé de ses fonctions et bien à la disposition de la justice, personne ne dit rien. Ça paraît normal. Mais quand c'est un ancien qui a géré le pays et on le convoque, on dit qu'il y a droit de l'homme, il y a sa liberté en danger. Est-ce que c'est ça l'analyse que nous devons faire de la question des droits de l'homme? Voilà un peu. Oui, mais dans un tel environnement, il y a parfois des grains de sable, peut-être des déchets que l'on note, peut-être
de part et d'autre. Je vais vous donner un fait. Vous vous souvenez qu'il y a cela quelques temps, et ça, vous allez peut-être me dire ce que vous en pensez, un juge avait démissionné et a estimé qu'il était manipulé. Batamouti. Voilà, et Il était juge il disait oui. qu'il a été manipulé. Et là, il allait le dire à l'international. S'il y avait un détecteur de mensonges, ça aurait été tellement bien qu'on le lui applique, par exemple. Parce que c'est trop facile. Pourquoi il est juge de libre. Il est juge. Et lui, il est justifié, hein? Non, attends. Justicier, pardon. Non. Il n'est pas justiciable. Je vais vous Un dire. justicier qui le dit, Je vais vous dire, c'est assez grave quand même. Non, c'est vrai que ça montre le niveau de pourriture. Hein, ça montre le niveau de pourriture dans lequel nous avons baigné pendant longtemps. Parce que normalement, il a fait un serment. Il est à un niveau important où normalement, il doit amener à résister. On ne l'a pas arrêté pour que je sache. Il n'a pas évadé d'une prison pour que je sache. Donc logiquement, il a fait défection. Alors, est-ce qu'on lui a mis à l'arme dessus? Il a dit, je ne comprends pas. Sa parole vaut quoi aujourd'hui? C'est trop facile que vous quittiez le pays et que vous commencez pas à dire beaucoup de choses sur Du coup, l'organisation. les gens peuvent peut-être beaucoup plus s'attacher à ces dires Non, que... non, attendez. Vous savez, les mises en scène de ce type de nature sont connues. Et dans les situations dans lesquelles nous étions, les gens étaient prêts à tout. Les gens étaient prêts. On a appelé l'armée pour prendre le pouvoir. On a soutenu, on a dit clairement qu'on soutient des chasseurs pour tirer sur les populations, tirer sur les forces armées. On l'a dit au vu aussi de tout le monde. Alors les gens ne reculaient devant rien. Alors quand vous voyez ça ainsi, comment vous voulez prêter flanc à un juge qui dit « Moi je démissionne parce que j'ai subi de pression ». Attendez. Tu subis pression, ça veut dire que tu n'es pas digne d'assumer. Si sous pression tu prends une décision, ça veut dire que tu n'es pas digne d'assumer la fonction. Ça veut dire que tu ne mérites pas. Donc tu n'es pas qualifié à être là. Subir la pression fait partie d'un certain nombre de fonctions. Un arbitre de football, il subit la pression. Rien que du public. Il est juge. J'ai encore regardé avant d'être ici, plein de matchs où des situations bizarres, enfin, des situations délicates se sont produites. Mais le juge a pris des décisions. Parfois où vous n'êtes pas d'accord, parfois où vous... Mais il a pris. C'est ça. C'est comme ça. Alors s'il dit après, non, j'ai pris parce que j'ai subi des pressions, mais quelle crédibilité? On va le radier du corps. Pourquoi nous pensons que... Mais il y a la question de la conscience professionnelle. Mais c'est à lui de parler de sa propre conscience. C'est à lui d'en parler. Parce que quand je vous le dis, en tant que juge de liberté, il n'est même pas au parquet, c'est un juge. Donc, il dispose de sa liberté. Et c'est pour ça qu'il est là. C'est pour réduire les pouvoirs du procureur, du parquet, qu'on a mis en place ce niveau intermédiaire de juge de la détention des libertés, JDL. Et donc, quand le dossier a son niveau, de deux choses l'une, soit il subit les pressions et donc il doit se regarder dans son miroir et donc se dit, sa propre conscience. il se dit lui-même qui il est, quel citoyen et quel juge il est. Ou alors, il fait son travail dans son intime conviction, il prend ses décisions et regardez le juge Angelo Oussou. Il était juge d'instruction. Il a été coopté par je ne sais pas qui était procureur de la République. Il a pris le dossier. Il a pris cette décision. Et rien ne s'est passé. Après, il a pu assurer sa liberté comme pour éviter peut-être des situations. Mais il n'a pas dit non, que bon voilà, est-ce qu'il n'a pas eu de pression? Demandez à Angelo Oussou s'il n'a pas eu de pression. Donc, c'est dire que... Il a même dit dans son ouvrage. Très bien, je ne suis pas un héros. Voilà. Donc, c'est pour dire simplement quoi? Pour dire que chacun traduit ce qu'il est dans l'exercice de sa fonction ou dans son parcours politique. Et donc, dans le cas d'espèce, ce juge dont il est question, je pense que je ne suis pas aussi outillé pour peut-être trop le juger, mais je peux dire simplement qu'il n'a pas été à la hauteur de son travail et de la carrière qu'il a embrassée au regard des exigences de cette carrière et surtout des exigences du poste auquel on lui a fait confiance. Du coup, le Bénin a toutes les chances de pouvoir... La candidature du Bénin est endossée par l'Union africaine. C'est important, je voulais développer ce volet pour vous montrer que si le Bénin était fiché, effectivement, comme un pays ne respectant pas les droits de l'homme, l'Union africaine ne l'aurait jamais
soutenu. Donc le Bénin est soutenu. Et dans ces conditions, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas. Après, c'est les procédures qui sont internes. Absolument. Mais c'est évident quand même qu'au niveau africain, la candidature du Bénin a été jugée crédible et est soutenue. Ça montre simplement notre niveau d'avancement. Et vous regardez les missions d'observation des Nations Unies lors des différentes élections. Après les élections de 2019, ils ont juste demandé, ils ont apprécié la régularité des élections, mais en demandant que les autorités s'ouvrent à l'opposition. Ouais. Il y a eu le dialogue politique. Il y a eu le dialogue politique. Il y a eu la loi d'amnistie qui a suivi. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Mais certains, comme ils sont dans une posture, certains se sont refusés à l'action parce que s'ils allaient, ils valideraient les options et donc ils n'auront plus les prébendes, ils n'auront plus les tribunes qu'ils avaient. C'est ça le problème que nous avons. Donc, et les Nations Unies, et l'Union africaine, et les organisations régionales savent que le Bénin, aujourd'hui, est un État crédible en matière de droits de l'homme, un État respectueux d'un certain nombre de principes. Ça ne veut pas dire que, parce que quand les gens disent, oui, voilà, la France accorde l'asile politique, non. La lecture est différente. Quand quelqu'un dit mon droit est en danger, ma liberté est en danger, il y a un certain nombre de conditions qu'on regarde parce qu'on se dit, bon, si on ne lui porte pas, la France terre des droits de l'homme, si on ne lui porte pas crédibilité, si quelque chose lui arrive, la France peut se sentir. Donc, du coup, ces considérations n'ont rien à voir nécessairement avec le pays ne respecte pas. Maintenant, les droits de l'homme, il faut qu'on le sache. Les droits de l'homme sont multiples. Ouais. Ils sont multiples. Et donc, quand vous regardez donc, les différents pactes, les conventions, vous verrez bien qu'il y a plusieurs droits. Vous prenez notre constitution, en dehors des droits généraux dont on a parlé à l'article 23 et 24, article 23, après de l'article 25, il me semble, 24 de la Constitution, ça c'est la liberté de presse. Après, il y a le droit à un environnement sain, il y a le droit à l'éducation, il y a le droit à la santé, il y a le droit au travail, il y a le droit à la propriété intellectuelle, il y a le droit à la propriété. Donc, tous ces droits font partie des droits de l'homme. Et l'État est garant de ces droits. Ouais. Donc, il ne faut pas que les gens voient les libertés. Alors, même dans les libertés publiques, les droits d'aller et de venir, dans ces droits, l'État est obligé donc d'assurer la régulation pour que votre liberté ne vienne perturber la mienne. Et ce travail n'est pas toujours perçu. Donc, il y a les droits individuels, il y a les droits collectifs, il y a des droits privés, il y a des droits publics. Donc, il y a assez de maillons dans l'expression des droits. Et le meilleur fondement de l'acquisition de ces droits réside dans les élections libres et transparentes. Et maintenant que le Bénin est sur le chemin, même dans la modernisation des tests, oui. Après les difficultés de 2019, 2020 et 2021, je suis sûr qu'après 2023, rien ne sera particulièrement nouveau dans les tests. Et donc, les gens n'auront plus de raison de dire qu'on les a écartés parce que les tests sont là. Ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour se conformer et participer. Voilà. Ben, on a presque fini. Est-ce que, franchement, vous avez encore d'autres choses à dire, notamment sur ce sujet de droits de l'homme? Non, le droit de l'homme est dynamique. Moi, je trouve que chacun doit travailler pour les droits. Voilà. Sachez que le rôle d'un État, c'est comme le rôle d'un pays. C'est pas toujours facile entre concilier les droits individuels et au même moment réguler les droits collectifs. Voilà. Donner satisfaction à tout le monde. Lorsque vous créez un droit nouveau, tout à l'heure on a parlé des femmes. Oui. Alors, donc vous créez ce droit de protection des femmes, vous lâchez un peu les hommes. Absolument. Et puis vous créez une situation où... Donc tout le monde ne peut jamais être totalement content. Mais je pense que le Bénin est sur une voie aujourd'hui qui demain fera de lui un pays envié. Comme qui disait Kérékou, le Bénin n'a pas encore fini de faire parler de lui. Il a dit, le Bénin torera le monde. C'est Mathieu Kérékou qui le disait. Tout à fait. Je pense que pratiquement 10 ans après son décès, il est parti en 2012, si je me trompe. 2015. 2014. 2015. Oui. Alors donc, pratiquement 6 ans après son départ. Voilà. Mathieu Kérékou, même en octobre là. Oui, en octobre 2015. Le 15 octobre. Voilà, donc bientôt ça fera 6 ans. Ça fera 6 ans. Et cette phrase de Mathieu Kérékou, le Bénin, qu'on va étonner le monde. Le Bénin continuera d'étonner le monde. Je pense qu'on est sur cette pente. Voilà. Et dans 20 ans, vous le rappellerez. Justement. Merci à vous, Agapit Naploma Forika. Vous êtes notre consultant politique. Merci à vous donc d'avoir accepté, comme d'habitude, décrypter l'actualité. Et à vous, chers téléspectateurs, ne cessera jamais de dire merci. Interagissez avec nous, écrivez-nous par notre page Facebook. Vous pouvez même poster des commentaires sur notre page YouTube.